Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anna Maria Bordas et Miguel Perrault. Bonjour Anna Maria et Miguel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et ingénieur à la tête de votre agence Bordas plus Perrault que vous avez créée en 2011. L'agence est conçue, je cite, comme un espace de création nourri par les approches d'une équipe multiculturelle et multidisciplinaire avec des compétences diverses. En 2012, Bordas plus Perrault obtient la distinction AJAC de l'Ordre des architectes de Catalogne pour son projet urbain à Valence et en 2014, Valencia, et en 2014, le prix 40 Under 40 qui vise à distinguer les 40 agences d'architecture européennes les plus talentueuses de moins de 40 ans. Alors déjà, bravo. Merci. Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Oui, en fait, nous avons un parcours assez atypique pour des architectes parisiens, on va dire. Nous sommes espagnols tous les deux, moi de Barcelone, Miquel de Valencia. Et nous avons fait des études d'ingénierie et puis l'architecture est venue plus tard. Nous enseignons aussi depuis très jeune et ça, je pense que ça configure aussi notre manière de travailler. En France, à Paris, oui. J'imagine. Et dans quelle école ? Moi, je suis maître de conférence à Paris-Val-de-Seine. Ouais. Et... Moi à Rennes, pas d'accord. en Bretagne, ouais. Maître de conférence aussi. Voilà, donc pour aller vers les débuts, répondre à votre question, je viens d'une famille où il y avait des avocats, des médecins, des pédagogues. Mon père est ingénieur et ma mère était chimiste. Donc j'ai grandi dans un environnement très cartésien, très structuré. Rien présagé que j'allais devenir architecte un jour. Et donc à 18 ans, j'ai beaucoup hésité entre des études d'architecture et d'ingénierie. Mais bon, j'étais le classique, très bonne en mathématiques. Les études d'ingénierie étaient censées être plus difficiles et donner plus d'ouverture aussi pour ce qu'on voulait faire dans la suite. Et j'aimais beaucoup les challenges. J'ai toujours aimé les challenges. Donc, je me suis mise là-dedans. Et j'ai intégré l'école de Caminos, Canales et Portos de Barcelone. Et donc là-bas, on avait un enseignement très scientifique et mathématique. On a appris à comment manipuler les concepts abstraits et on avait aussi des cours de géométrie descriptive, des cours de territoire, d'urbanisme. Donc c'était vraiment un enseignement très large dans lequel on travaillait cette question de le territoire, la ville et le transport public comme une manière de fabriquer, de vivre la ville. Donc on crée, en structurant cet espace, on crée les vides, les pleins, les porosités et le cadre mental dans lequel les gens évoluent. Pour vous donner une idée, c'est l'école où avait fait ses études Ildefonso Cerdà, qui a fait le plan de l'Ensanche de Barcelone dans le 19e. Et donc, lui, il était vraiment dans cette tradition-là. C'est-à-dire qu'il était au courant des théories hygiénistes, comme tous les autres urbanistes qui ont inventé la ville européenne à la même période. Mais, par exemple, en regardant des études de santé où il s'est rendu compte que l'exposition au soleil était vraiment très bénéfique pour la santé mentale et physique des habitants, il a pivoté la fameuse quadricula de manière à que tous les appartements aient des expositions sud-est ou sud-ouest. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Mm-hmm. Et donc là-bas, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un double cursus à Paris. J'avais toujours voulu voir d'autres choses, voir le monde. Donc, et vous parliez français déjà ?
Oui, j'avais fait un petit peu de français au lycée. Et avant de partir, l'année avant, j'ai fait quelques cours, mais bon, mon français était moins bien que maintenant. Oui. Donc, c'était une belle aventure de venir à Paris, d'intégrer cette école. Et c'est là-bas que en arrivant, on m'a dit « Ah, mais ici, on a un programme aussi avec l'école de Marne-la-Vallée. Tu pourrais aller prendre des cours là-bas et tout ça. » Je ne savais pas du tout avant. Et là, j'ai sauté sur l'occasion de faire ça, parce que voilà, ça m'était resté un peu dans la tête auparavant. Et donc, j'ai étudié à l'école de Marne. Et là-bas, ça m'a vraiment surpris, parce qu'en études d'ingénierie, on vous donne un peu la manière de répondre à des problèmes, d'une manière un peu comme un panel de solutions dans lesquelles piocher, pour quelles raisons on choisirait ça ou ça. Et en archi, on n'avait pas du tout ça. Les cours d'amphi n'étaient pas structurés pour nous expliquer comment on devait faire à l'archi. Ils ouvraient des portes, mais donnaient peu de solutions concrètes. Donc c'était assez fantastique de suivre les cours d'introduction à l'archi de Jacques Lucan, de construction des villes de David Mangin, le cours d'atmosphère de Luc Baboulet. C'était vraiment une manière d'enrichir son mental, de trouver des inspirations pour construire le projet. Vraiment, c'était... Oui, d'un cartésianisme ultra poussé, vous êtes passé à une ouverture vers l'imaginaire. C'est ça, exactement. Complètement. Bon. Et du coup, vous avez fini votre cursus à Marne-la-Vallée ? Oui, alors j'ai terminé d'abord les études d'ingénieur, j'avais pas terminé archi, et donc j'ai commencé à travailler. Et ce n'est que quelques années après que j'ai vraiment terminé mon cursus d'archi. J'ai repris 5 ans après, j'ai fait ce qui me restait pour terminer. Si vous avez commencé à travailler, vous avez travaillé en agence ou dans des cabinets d'ingénierie ? Dans des cabinets d'ingénierie. Ouais. Une société d'ingénierie qui s'appelle CETEC. Ah oui, ouais. Chez CETEC. Chez CETEC, ouais. Oui, on a travaillé tous les deux chez CETEC. C'est comme ça que vous êtes connus ? On se connaissait d'avant. D'accord. Miguel ? Oui, alors moi c'est un peu différent parce que, disons que moi je suis ingénieur, donc on en parlait tout à l'heure avant le début. J'ai pas fait des études d'archi, par contre j'étais toujours très proche de l'art et de l'architecture par 2 raisons. D'un côté parce que mon grand-père avec qui j'avais une relation formidable était peintre, donc j'ai eu toute ma jeunesse très jeune à me promener avec lui, à voir comment il dessinait, etc. Et puis, j'ai des parents qui sont des enseignants d'éducation nationale et qui avaient fait aussi des études d'histoire de l'art. Donc, quand j'étais petit, on voyageait beaucoup. Et vous avez grandi où ? À Valence, pas loin de Valence. Et du coup, on voyageait beaucoup, comme je disais, et on visitait beaucoup de musées. Et moi, j'ai des souvenirs incroyables quand on a visité la Fondation Miró à Barcelone, de CERT, qui est un bâtiment formidable, peut-être un des chefs-d'œuvre de la modernité catalane. Voilà. Et donc, ça a été un peu ce qui a nourri mon enfance. Et puis après, à 18 ans, j'étais assez bien en physique et en géologie. Donc, pour moi, c'était assez facile de décider de prendre les études de génie civil. Donc, j'ai démarré l'école de génie civil qui s'appelle pareil que celle de Barcelone, de Caminos, à Valence. J'ai fait tout mon cursus à Valence, où j'ai rencontré des enseignants qui étaient formidables et un de ces enseignants m'a conseillé de faire un master spécialisé au Ponts-et-Chaussées sur la thématique des ouvrages d'art, et c'est comme ça que je suis venu à Paris. Mais là, pour le coup, moi, je ne parlais pas du tout français, donc c'était pas le même niveau qu'avec Damaria. Donc au début, c'était un peu... Laborieux. Oui, laborieux. Bon, c'était bien. Ça a été une expérience très enrichissante. Voilà, donc c'est comme ça que je suis venu à Paris. Et après le master au Ponts-et-Chaussées, on a démarré notre expérience professionnelle à la CETEC, tous les deux. Voilà. Donc la CETEC, ça a été une très bonne expérience, je pense. Anna-Maria, elle avait travaillé elle était responsable de projet sur la tour phare de Morphosis, qui s'est malheureusement pas construite à cause de la crise de 2008, et de la tour Majunga de Viguier, du côté ingénierie. Et donc moi, à la Défense. Ouais. À la Défense, oui, tous les deux. Et moi, j'avais travaillé sur la Fondation Louis Vuitton. Donc j'étais responsable de projet surtout la partie génie civil et structure primaire de la Fondation. Tout de suite, vous avez été responsable de projet ?
Assez vite, oui. Assez vite? Assez vite. Ça a été... Donc, vous calculiez déjà assez vite? Ça doit être ça, oui. Oui, ça devait faire quoi, 2 ans que tu étais chez CETEC? Oui, 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, peut-être. Et finalement, c'est assez marrant parce que vous avez fait le chemin inverse, peut-être, entre l'imaginaire de votre enfance nourri par votre grand-père peintre. Oui. Vous êtes allé vers des choses plus rationnelles? Oui, c'est ça. Un jour, vous êtes rencontrés. Voilà. Si. Bon. Alors, quand et comment vous avez commencé votre activité d'architecte? Oui, donc justement, on vous expliquait qu'on a commencé à travailler sur des projets assez incroyables, des grands projets avec beaucoup... Oui, mais là, du côté de l'ingénierie. De l'ingénierie, oui. Avec, mais en fait, côté de l'ingénierie, mais sur des projets où on travaillait coude à coude avec des architectes. Donc, c'était vraiment des équipes très soudées. Moi, par exemple, sur la Tour Phare, on était sur un plateau commun avec les Américains qui étaient sur place. Après, je suis partie aussi dans le projet de Mickaël, c'est-à-dire Mickaël portait depuis peut-être 3 ans, 3 ou 4 ans, sur la fondation. Et moi, j'ai intégré l'équipe pour participer à la coordination des interfaces de façade et structures. Et puis, à un moment donné, moi, j'avais envie de prendre un peu de distance avec cette activité de maîtrise d'œuvre ingénierie et je voulais reprendre mes études. Donc, j'ai décidé de terminer les études en parallèle, donc pendant que je travaillais, pour réfléchir un peu, pour se donner un peu une échappée. Et en faisant le projet fin d'études, je m'en souviens très bien, un jour, j'étais en train de faire mon projet fin d'études et j'ai dit quand je vais avoir fini ça, je retourne à mon quotidien en ingénierie et ça va tellement me manquer. Donc, je me suis dit, mais non, je peux pas faire ça, il faut que je monte mon agence. Et donc, voilà, on a fait ça en 2011 et on a sauté dans le vide parce que tout le monde nous disait... Oui, parce qu'en fait, en général, on commence avec la commande d'un projet, mais vous aviez la commande d'un projet? Non, on n'avait rien du tout. Waouh, c'est vraiment un grand saut dans le vide. Oui, honnête. Ouais. Alors, ça, c'est très intéressant. Oui, vous allez nous dire après comment le premier projet est arrivé. C'est quand même un événement, j'imagine en tout cas. Alors, aujourd'hui, vous avez combien de personnes à l'agence? On est 15. Ouais, quand même. Ouais, on est 15. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Peut-être pas tout à fait ça. Alors, c'est une question compliquée. Moi, je dirais qu'à la sortie de l'école, on n'avait pas la connaissance pour comprendre comment c'était le métier, comment il était riche, comment il était 2 fois très dur, comment on devait apprendre plein de choses qui étaient en dehors des éléments qu'on apprenait à l'école. Je pense que quand on sort de l'école, on est très jeune et on n'est pas encore assez mûr pour comprendre toute la complexité du métier. On est fiers de ce qu'on a fait. On a eu des magnifiques aventures. On s'en est bien sortis. On travaille sur des projets fascinants, donc on est vraiment contents. Mais le mot accomplissement, ça va pas trop avec nous. Parce qu'on est toujours sur le prochain. La prochaine chose qui va arriver, oui. On est vraiment dans la construction. C'était un peu, en fait, quand on sort de l'école, on a parfois des désirs très forts. Oui. Alors certains sont très déterminés, veulent leur agence et veulent devenir une star architecte, bien que c'est de plus en plus rare, enfin je ne sais pas si on peut dire rare, mais de moins en moins courant. Ouais. Parce que les mentalités ont changé. Et peut-être que c'est pas mal non plus. Et puis d'autres, par exemple, l'agence Halt, ils disaient qu'en fait, ils ne pensaient pas du tout un jour avoir leur propre agence. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant d'interroger un peu ça. Bon, en tout cas, j'imagine que vous ne vous projetiez pas dans de l'architecture. Ouais. À 23 ans, on n'imaginait pas du tout avoir notre agence, ni d'architecture, ni d'ingénierie non plus. Enfin, on avait envie de participer à des grands projets, des choses. J'aviez quand même ce désir-là. Ouais. Oui, ça, on avait très tôt. Ouais. Après, c'est vrai aussi que peut-être pour mon cas, dans les écoles d'ingé, il n'y a pas cette culture de créer son agence comme dans les écoles d'archi. Donc, ce n'est pas une chose qui devenait à l'esprit. Ouais. On avait plus envie de se côtoyer au métier, d'apprendre, de faire des projets, etc. Mais on n'avait pas il n'y a pas cette culture de dire à 28 ans, il faut que je fasse mon agence. Ou que, ça, c'est, dans l'ingénierie, est moins habituel, je dirais. Oui, en général. On attaque des gros cabinets d'ingénierie et on trace. Ouais.
Alors, c'est quand même un sacré pari aussi pour des Espagnols de réaliser sa vie à l'étranger, en France, à Paris. Quitter Barcelone, la mer, le soleil, Gaudi. Pour nous, ce sont des échappatoires formidables. Et en fait, vous êtes venu à Paris et vous êtes resté à Paris. Donc, je suis très curieuse. C'était en fait l'opportunité des projets ? Oui. On n'a jamais vraiment décidé de rester ici, en fait. Ça s'est toujours fait au fur et à mesure. On a toujours eu des belles opportunités qu'on a saisies. Et moi, je ne regrette pas du tout par rapport à mes collègues. J'avais accès à des choses qui se passaient. Enfin, vraiment, c'est un environnement professionnel très stimulant, depuis le début. Oui, on ne s'est jamais dit on va rester toute notre vie ici. Même aujourd'hui, on ne se le dit pas. Donc, c'est juste qu'on a eu des opportunités. Je pense que ce qui était bien pour nous, en tout cas en France, c'est que les gens avec qui on a travaillé, ils ont apprécié notre travail, ils ont trouvé qu'on était professionnels, qu'on faisait les choses bien et qu'ils nous ont donné plus d'opportunités. Donc, du coup, on les a saisis et on a travaillé dans ce sens. Ouais. Et alors, vous allez passer des week-ends quand même ou des vacances dans vos familles respectives? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis maintenant, on va dire, l'après-Covid fait que aussi il y a beaucoup plus de mobilité sur certaines choses. Il y a certaines réunions qui sont faites à distance. Enfin, on devient plus nomade d'une manière générale. Ouais. Tout le monde devient plus nomade. Donc, je pense que c'est des opportunités assez intéressantes. On prend facilement son ordinateur pour se mettre au vert, mais tout en travaillant. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, on a parlé de vous. Vous allez maintenant nous raconter l'histoire de vos projets. Et alors, ce fameux premier projet. Oui, en fait, en 2011, quand on a créé l'agence, on a eu assez rapidement des commandes en ingénierie parce qu'on avait un très bon CV et on avait une pratique vraiment établie là-dessus. On a travaillé sur des AMO techniques pour le compte d'EDF avec Ornoc ou avec David Mingin sur la ZAC de Montredran. On a fait des études aussi d'exé sur la dalle de la CEMAPA pour Vinci. Mais côté architecture, on n'avait pas de référence. On est parti sans une commande. Donc, on a commencé à faire plusieurs projets, des concours ouverts, en fait. Et je pense le premier qu'on a gagné, c'est la piscine de Faches-Tuménil, non ? Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Premier lauréat, parce qu'on avait eu déjà dans ces concours ouverts en Suisse, par exemple, des seconds prix ou des mentions d'honneur. Mais le premier qu'on a gagné, c'est un projet à Faches-Tuménil pour la réhabilitation d'une piscine dont la toiture s'était effondrée. Et en fait, c'est intéressant aussi quand on retrace, parce que on réfléchit aussi à comment on a évolué ces 10 dernières années. Et on est parti, vous le disiez, d'un travail sur la structure. Donc, en fait, nos premiers projets d'archi puisaient dans la structure une sorte de résolution qui permettait à la fois d'intégrer des notions de qualité d'usage, de lumière, d'espace, en lien avec une ossature. Donc, on avait vraiment cette notion d'un travail très tectonique, qui dessine, en fait, qui ensemble différents volets du projet pour produire quelque chose d'intéressant. Et plus tard, on voit qu'en fait, on se défait un petit peu de la présence de l'ossature pour travailler vraiment sur des plans, des volumes, des choses qui sont plus sensorielles et plus abstraites. Et donc, ce premier projet à la piscine de Faches faisait vraiment ça. On devait retravailler cette piscine avec un environnement hyper contraint parce qu'on avait des contraintes de sécurité incendie, handicapés. Parce qu'en fait, le programme de la piscine, en plus, intègre des flux, une complexité de flux, du traitement d'air, de l'acoustique, tous ces paramètres qui font partie de l'ingénierie. Oui. Mais la grosse contrainte était qu'il n'y avait pas de place parce que c'était un projet qui existait et on devait l'adapter aux normes, aux normes qui avaient, elles, évolué, qui demandaient plus de place. Donc, on n'arrivait pas à introduire des éléments porteurs pour refaire cette toiture qui ne pouvait plus s'appuyer sur des voiles en maçonnerie. Et donc, on a réfléchi à un système d'ossature qui permettait de donner une poutre-treillis très grande qui apportait de la lumière latérale à des pièces qui étaient sans lumière auparavant. Donc, on améliorait vraiment la qualité des espaces, on améliorait la qualité de la lumière. Et en même temps, on trouvait une solution structurelle pour les flux, pour la forme de ces espaces avec des hauteurs qui varient en fonction des usages. Et donc, vraiment, on était sur ce travail-là, en fait, dans ce projet. Oui, ça a été une très belle expérience parce que
on partait d'un cas qui est assez drôle, c'est que on est arrivé sur l'offre et la toiture est effondrée. Donc avec tout, des gravats dans le bassin. Oui, un paysage qui était désolant. Et on devait repenser un nouveau projet pour cette piscine. Et donc, du coup, ça a été une très belle expérience, je trouve. Et cette commune se situe où? Parce que Au sud de l'île. Ouais. Au sud de l'île. Dans la banlieue de l'île. D'accord. Et alors, donc en fait, c'est une première occasion de faire une symbiose entre vos deux disciplines. Ouais. Et après, hop, c'est parti. Après, on a continué sur d'autres projets. Et après, peut-être que ce qui était marquant vraiment dans l'évolution de l'agence, c'est le jour où on a gagné la gare de Clichy-Montfermeil avec Mireille Estaglabou, en fait, en 2014. Donc, il faut dire que ça faisait 3 ans qu'on avait démarré. C'était extrêmement tôt pour gagner un projet de cette taille-là. Et c'est vrai que gagner cette gare, ça nous a mis dans la lumière, ça nous a donné ça nous a montré à l'extérieur. Parce que la gare de Clichy-Montfermeil, c'est une des gares emblématiques du réseau. Ouais. On avait gagné sur un dialogue compétitif qui était très long et très motivant parce qu'on pouvait échanger avec le maître d'ouvrage, parce qu'on pouvait améliorer ce qu'on avait proposé au début. Il y avait toute une mise de dialogue qui, à nous, ça nous plaît beaucoup dans notre façon de travailler à l'agence. Ouais. Donc voilà. Et donc ça, à partir de là, on a eu d'autres commandes et ça un peu... Donc, vous travaillez quand même sur des sujets difficiles, où il est toujours question des flux. Oui. C'est vrai que je pense que notre double formation était un des éléments qui nous a fait gagner. Parce que, justement, on était capable d'imaginer qu'une infrastructure pouvait devenir une architecture. Et qu'on pouvait vraiment travailler la forme de ces espaces, la qualité de ces espaces, en lien avec des flux extrêmement tendus et extrêmement contraignants, en fait, pour l'architecture. Donc, on n'était pas du tout dans une démarche d'habiller une infrastructure dessinée par des ingénieurs. On était vraiment dans la démarche de fabriquer un espace en intégrant les contraintes, qui sont les contraintes techniques de ce projet-là. Et en fait, pour nous, la gare, c'est vraiment un lieu de socialisation, de fabrication de la ville, de croisement de gens. C'est vraiment un espace public couvert, en fait. Et pour nous, il est très important de la considérer comme une architecture. Et ça, c'est important, en fait, dans la manière dont on a abordé le projet et dans les propositions qu'on en a faites, je pense. C'est des projets qui, malgré ce lien fort avec des engagements techniques, la manière dont ils sont pensés ne sont pas des ossatures, justement, cette question dont on parlait. On est vraiment dans une... Vous avez réussi à vous détacher de votre discipline d'ingénieur. Oui, mais en fait, on peut imaginer une architecture comme une ossature, c'est-à-dire... C'est pas une question de est-ce que c'est l'ingénierie ou l'architecture, c'est une question de quelle architecture. Est-ce que c'est une architecture extrêmement tectonique, extrêmement filaire, qui est une ossature? Est-ce que c'est une architecture qui nous parle de quel signe, en fait, de quel code architectural? Et là, dans les derniers projets, je vous en parlais tout à l'heure, on est dans une sorte d'abstraction parce qu'on croit que la société actuelle demande à avoir des espaces plus calmes. En fait, on est hyper sollicité avec des publicités, des appels, des bâtiments extrêmement dessinés avec des formes différentes, un peu comme Koulas nous en parle d'un junk space. Et en fait, je pense que l'architecture qu'on veut produire aujourd'hui, nous, est une architecture qui apaise. Voilà. Et en fait, est-ce que vous avez aussi à l'intérieur des missions d'ingénierie ou que architecturales? On a aussi des missions d'ingénierie. Et comment vous articulez les deux, en fait? Vous avez un contrat d'architecte et à côté un contrat d'ingénieur? Oui. Ouais. On a toutes les combinaisons possibles. Ouais. On a des missions d'architecture où on n'est pas ingénieur, comme les projets de gare dont on parlait. On a des projets où on est à la fois architecte, mandataire, par exemple, et l'ingénierie qui travaille... qui fait la structure, on ne fait pas tous les volets d'ingénierie non plus. Et on a des projets où on n'est que ingénieur avec d'autres architectes. Et c'est eux qui sont mandataires. Donc on a vraiment toutes les possibilités. Tous les cas de figure. Toutes les combinaisons possibles. Ouais. Bon. Et puis ce qui est l'avantage d'intégrer l'ingénierie, c'est de ne pas avoir une étape en plus de discussion. Oui. C'est ça. Hein, un des gros avantages, c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça. Parce que nous, on ne voit pas les deux disciplines comme deux choses qui doivent se séparer et se batailler. Nous, on le voit comme un tout. Et à l'anglo-saxonne.
Peut-être oui, ou à l'espagnol, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai qu'en France, c'est très séparé. Oui, nous on le voit, même quand on travaille en tant qu'ingénieur, seulement, on le voit comme le projet, c'est un projet de toute l'équipe et on doit travailler ensemble. Et la consécution du projet, ça se fait parce qu'on dialogue assez tôt avec tout le monde. Au contraire, quand c'est des cas où l'ingénierie arrive trop tard, ça marche pas parce qu'après on doit réadapter des choses. Nous on croit à cette façon de travailler où tous les éléments viennent en même temps et se mettent en dialogue et se bataillent. Mais le dialogue est nécessaire parce que la compétence est découpée de base. Mais quand elle n'est pas découpée, enfin si vous le pensez, la manière la plus naturelle de penser un bâtiment, c'est de penser en même temps comment il est, sa structuration spatiale. C'est-à-dire comment sont agencés les espaces, comment on va évoluer spatialement dans ce lieu, comment on va le percevoir depuis l'extérieur, comment il s'implante urbainement, et comment il tient. Enfin, tout est... Ça tient. Tout va ensemble. Donc, quand on le pense ensemble, ça se passe mieux. Oui, mais parfois, il y a des collaborations architectes-ingénieurs très, très fructueuses quand c'est séparé. Mais quand on peut embraser tout à la fois, c'est formidable. Mais nous, on aime beaucoup le dialogue. Hein. Mais c'est pour ça que je vous disais, on fait des missions où on est juste une partie et il y a l'autre. Et je pense que même si on avait moyen de tout faire nous-mêmes, je pense qu'on les garderait parce que c'est enrichissant pour nous. Nous, on aime bien être confrontés et on fabrique en dialogue. Même entre nous, on fabrique en dialogue. Donc, le regard de l'autre est très important. Donc, on apporte quelque chose quand on est architecte et on apporte quelque chose quand on est ingénieur, peu importe. mais pour moi, l'objet projet est une seule et même chose. C'est juste, on apporte des compétences en dialoguant avec chacun ce qu'il peut apporter. Vous trouvez que dans l'expression de votre architecture, cette faculté à penser l'ingénierie s'exprime plus? Ouf. Moi, vous donnez à voir les structures? Alors, voilà, ça non. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça dépend du projet. Il n'y a pas. Alors, nous, on n'est pas dans une volonté de un peu peut-être des années 90 high-tech où on montre tous les tuyaux, toute la structure, tout le machin. C'est pas ça. Nous, ce qu'on pense, c'est que la bonne façon de faire, c'est de l'intégrer et de répondre, que l'architecture et la technique aillent ensemble pour répondre au projet. Voilà. Anna-Maria en parlait tout à l'heure, mais par exemple, nous, depuis déjà quelques temps, on travaille beaucoup sur la question du matériau, de la sensualité du matériau, d'avoir des surfaces ou des volumes un peu abstraits, où la présence matérielle, c'est ce qu'on voit. On pense que l'architecture a été un peu trop démonstratif dans les dernières années et qui a voulu montrer sa force, démontrer qu'on pouvait faire un grand porte-à-faux, démontrer que machin. Et donc nous on est plutôt sur cette logique dont parle Anna-Maria, de l'apaisement, de trouver des espaces calmes. Ouais. Et en fait, on trouve que c'est quelque chose qui ne préoccupe pas seulement nous, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de courant dans l'architecture qui prône une sorte d'expressivité matérielle, mais qui se détache des codes du dessin de la structure. En fait, on a vraiment l'impression que la structure passe un peu à un deuxième plan dans beaucoup d'architectures. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a voulu mettre en place dans nos architectures pour créer cet apaisement dont parlait Mickaël. Mais c'est quelque chose qui est partagé. Et donc, pour quitter un peu ce côté inconscient, arbitraire et personnel de notre œuvre, on est allé un peu chercher qu'est-ce qui se passe dans ce panorama international, hein, parce que c'est vraiment un courant qui est pas juste français ou juste suisse ou juste espagnol. Et on est allé carrément faire des recherches. C'est-à-dire que moi, en même temps que l'agence et l'école, je mène aussi une thèse de doctorat sous la direction de Paolo Armaldi sur cette question-là, sur la présence de l'expressivité matérielle et de l'enveloppe dans la conception architecturale. Et donc, on se forme, on apprend et on réinjecte forcément dans notre travail. Et du coup, vous travaillez sur les matériaux que l'on revisite, la paille, le chanvre, la pierre. Vous travaillez avec tout ça? Oui. Alors, oui, je crois que cette question-là, elle est posée par un besoin de regarder sous un œil nouveau
les anciens matériaux. Donc, vous parliez de ces matériaux qui sont biosourcés, qui ont moins d'impact et tout ça. Mais pas seulement. Je pense que tous les matériaux du XXe aussi passent au crible de ce travail-là. On voit dans des œuvres d'Herzog et de Meuron qui prennent une brique et ils la coupent, comme vitrage chaud dépôt. Et du coup, la brique n'est plus une brique, mais une rugosité abstraite. Vous voyez, c'est cette manière de prendre une composante. Je fais quelque chose qui me décale du signifiant habituel et du coup je crée une lecture biaise. C'est la Fontaine de Marcel Duchamp, mais avec les composants de construction en fait. D'accord. Bon, est-ce que vous souhaiteriez parler d'un ou de projets emblématiques? Alors peut-être on peut Pleyel et Montserrat. Ouais, on peut faire ça. Alors Pleyel, alors nous on est urbaniste, architecte urbaniste de la ZAC Pleyel, donc à Saint-Denis. Donc Saint-Denis, c'est un territoire qu'on connaît beaucoup parce qu'on a fait la gare des Stades de France, toutes les études, on a beaucoup travaillé avec Pleine Commune, avec tous les territoires. Après on avait aussi travaillé sur des études urbaines à Porte-de-la-Chapelle, donc c'est un territoire qu'on connaît beaucoup et qu'on adore en plus. Et puis la Pleyel, c'est un endroit, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est là où il y a la tour Pleyel et tout le territoire qui va vers le sud. Si, je connais bien. Ouais. Cette fameuse tour Pleyel qui avait une couverture en cortène. Exact. Je connais bien. Donc du coup, Pleyel, nous on travaille sur 12 hectares de ce territoire. Et ce qui est assez compliqué de cet endroit, c'est que c'est un endroit qui est déjà la charnière entre la ZAC Landy, qui est déjà presque finalisée, et puis ce qui va devenir le village des athlètes. Donc c'est un élément charnière, mais en même temps c'est un élément qui a été un peu fabriqué par des opportunités foncières, avec pas mal de bâtiments, des bureaux un peu enfermés avec eux-mêmes, sans aucun lien avec l'espace public. Et puis aussi c'est un endroit qui est très coupé du monde parce qu'il y a la place ferroviaire, il y a la 86, les trains sud. Donc c'est un endroit assez... C'est une île en fait. C'est une île, ouais. C'est une sorte d'île urbaine. Et donc du coup, quand on travaille avec Plenco et avec la SEM depuis 2 ans. Pleine Commune, oui. Et la SEM Pleine Commune, qui est l'aménageur de Pleine Commune. Et nous, notre idée était de dire il faut qu'on fasse un quartier, qu'on recrée une sorte de matrice urbaine qui soit calme, posée, tranquille et qui vient recoudre et recoller tous ces morceaux un peu patchwork qui ont été faits dans ce territoire-là. Donc c'est un travail qui est de très longue haleine parce qu'on en a jusqu'à 2030. Il y a des expropriations là-dedans Il y a des expropriations, des achats. Oui. Mais on garde quand même pas mal de tissus qui existent, hétéroclites. Et c'est ça que dit Mickaël, en fait. Comment créer un tout, une ambiance de quartier, comment renforcer ce qui manque, tout en gardant ce qui existe et créer cette cohérence. Donc c'est cette matrice, c'était notre réponse en fait, la matrice qui se faufile et qui arrive à donner cohérence à des éléments extrêmement hétéroclites. Et cette matrice, vous aviez une méthode par rapport à ce que vous partiez du tissu urbain? Ça fait partie peut-être des contraintes? En fait, cette matrice est un tissu qui, comme dit Anna-Maria, qui se faufile à l'intérieur, mais qui a un certain nombre de caractéristiques. Donc on commence à travailler sur les différentes formes urbaines pour leur donner des caractéristiques qui nous semblent nécessaires pour donner à ces morceaux de ville une vie de tous les jours. Donc, on travaille sur la question de rez-de-chaussée actifs, on travaille sur la question d'avoir des épaisseurs de tissus qui soient convenables pour des questions de réversibilité d'usage, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la ville évolue très vite et qu'on doit donner, on en parlera peut-être plus tard, mais qu'on doit donner un cadre appropriable. Un cadre appropriable et évolutif, quelque part. Et puis aussi, on travaille beaucoup sur la notion des espaces verts, des corps d'îlots verdoyants, des intensités végétales qui nous permettent de contrebalancer la rudité et la minéralité du quartier. Vous êtes associé à un paysagiste ? Non, là, on est urbaniste, architecte et paysagiste. Ouais. D'accord. Okay. Mais après, les espaces publics, on va confier la maîtrise d'œuvre à des paysagistes ou des gens qui travaillent vraiment les espaces. Donc nous, on a vraiment la mission
de la vision d'ensemble. Et on rédige des cahiers de charges extrêmement précis. On travaille aussi avec les promoteurs et les architectes qui gagnent les différents lots. Enfin, voilà, on a vraiment ce travail de définition de ce que sera l'avenir, voilà, du quartier. Du cadre mental du quartier. Ouais. Un autre projet ? Alors, un autre projet, on pourrait peut-être parler du dernier projet qu'on a gagné cet été. C'est un pavillon sportif à Montserrat, près de Valence. Et c'est le premier projet qu'on gagne en Espagne. Donc, ça nous fait plaisir de construire là-bas. Et il vient compléter les propos de ce qu'on avait dit, cette évolution vers des choses un peu plus abstraites et plus, plus calmes, parce qu'on cherche à produire une sorte de masse ou de monolithe qu'on voit soulever depuis l'extérieur. C'est vraiment de l'ordre de la stéréotomie, vraiment une brique qui est apparente, qui se défait pour créer un moucharabier dans certains pans qui sont éclairés. Donc ça va faire un symbole aussi. Depuis la ville, on peut voir la lumière qui va rentrer à l'intérieur en journée et qui va rejaillir vers l'extérieur en soirée, mais dont on ne comprend pas la construction depuis l'extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très apaisé et il y a rien qui dépasse, on va dire. Et par contre, quand on rentre à l'intérieur, on ne voulait pas cacher la structure. Vous parliez, est-ce qu'on la cache ? Non, le parti pris n'a pas été de le cacher parce que c'est cher, ça n'apporte pas de qualité d'usage, on est dans un pavillon sportif, donc on est dans des moyens limités. Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'utiliser plutôt un motif qui est devenu structure. Donc, on a vraiment un dessin à piquer qui rythme la cadence de ces murs et qui est en fait utilisé comme un contreventement et même comme une poutre treillis à un endroit parce qu'on va vouloir supprimer le poteau de l'angle pour encore faire flotter davantage ce bâtiment-là. Donc depuis l'extérieur, on a un mur et on a l'impression que c'est une masse et à l'intérieur, on va se rendre compte que c'est un tissu suspendu en fait, un tissu en brique mais suspendu quand même. Voilà. Passionnant. Votre équipe est donc composée d'une quinzaine de personnes. Oui. C'est réparti comment au niveau compétences ? Alors, c'est une équipe mixte. C'est une chose qu'on a toujours voulu, d'avoir pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, d'avoir des architectes, des ingénieurs. Aujourd'hui, par notre activité qui est beaucoup plus axée, qu'on a beaucoup plus de projets d'architecture, donc il est majorité d'architectes au sein de l'équipe. Mais la question de l'équipe, c'est une chose qui nous plaît beaucoup en parler parce qu'en fait, dans la construction de cette aventure qui était pour nous l'agence, on a eu la chance de trouver des gens formidables qui étaient très jeunes quand ils sont arrivés à l'agence, qui ont resté avec nous. Nous, on leur a beaucoup appris, on les a beaucoup formés, mais eux, ils étaient curieux, enthousiastes, ils avaient envie d'aller toujours au-delà de ce qu'on leur apprenait, donc une soif d'apprentissage, et ce qui nous a permis aussi de constituer une équipe, de constituer une méthode de travail qui est assez, je pense, qui nous plaît beaucoup et qui marche assez bien. Et ces gens qui sont arrivés avec nous à l'agence, aujourd'hui, ils sont aussi en charge de prendre les jeunes qui arrivent, de leur former, de leur faire avancer. Donc c'est un apprentissage qui pour nous a été très riche et on est très satisfait de l'équipe qu'on a. On a une équipe très préparée, très motivée, qui partage... Fidèle, donc. Fidèle, oui. Ouais. Qui partage avec nous une certaine façon de voir l'architecture, de voir le monde, et ce qui est formidable. Et puis voilà, et ça nous permet aussi à nous de pouvoir prendre à notre rôle, de peut-être avoir plus le temps de prendre de recul sur les projets, pouvoir parler plus des stratégies. Oui, c'est-à-dire que quand on a commencé, quand on a eu ces premiers grands projets, il y avait tout à inventer. L'agence avait peut-être 3 ans et on avait des challenges assez importants. Donc, on était tout le temps dans l'action du moment et avec des gens jeunes qui n'avaient pas forcément le recul. Maintenant, ces jeunes ont grandi. On a d'autres jeunes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a différents niveaux de compétences et donc on a, un bon mix. Et du coup, ça nous permet de nous-mêmes aussi apporter des choses qu'on n'avait pas le temps de développer avant. Vous voyez, donc on est vraiment dans cette fabrication et on est plus solide et moins dans l'urgence. Je pense que c'est ça qui est intéressant de la constitution d'aujourd'hui. En plus, au niveau d'organisation, nous, c'était une volonté qu'on a eue avec Anna Maria, c'était de ne pas travailler sur de
pôles, sur des trucs très organisés. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se permet la possibilité à chaque projet voir quelle est l'équipe gagnante. De rebattre les cartes. Et comment on peut travailler pour que le projet aille au mieux. De l'agilité. Oui, de l'agilité. Architecture Studio travaille comme ça. Comment imaginez-vous l'avenir ? Parce que je mets le monde d'après, mais je voulais changer ma question parce que on voudrait que le Covid soit loin derrière. Donc, on va parler d'avenir plutôt. Oui, c'est vrai que le monde d'après dit après quoi ? Après Covid, après... Bon, moi, je dirais presque après crise climatique parce que l'avenir pour moi, c'est vraiment comment on s'adresse à ces questions-là. Je pense que c'est ça qui est déjà en train d'apporter plein de changements, mais qui va en changer d'abord. Et donc, pour ça, je pense que le discours actuel sur l'écologie est très basé sur une vision très techniciste, avec des inventions ou des stratégies normatives qui se basent sur une substitution de matériaux. C'est-à-dire, on fait comme ça, et puis là, on va mettre ces matériaux-là qui sont moins polluants, et tout va bien. Donc, je pense que... Par exemple, l'essor de la construction en bois CLT, elle est surtout liée à la correspondance morphologique de ce système avec le système qui cherche à remplacer, qui est celui des voiles et des porteurs en béton. Donc, il y a plein d'autres manières de construire en bois, mais le CLT, ça se ressemble énormément au béton, et donc c'est pour ça qu'elle a connu l'essor qu'elle connaît aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut... Évidemment, tout ça, c'est intéressant, mais il faut peut-être se distancer un peu et se rendre compte qu'on a besoin de solutions un peu plus rupturistes que du remplacement de produit par produit. Et de la même manière que dans nos foyers ou dans notre vie quotidienne, on se rend compte qu'il faudrait tout simplement moins consommer et pas juste consommer quelque chose qui est 20% moins polluant. Il faudrait qu'on fasse pareil dans notre métier. Et donc, au-delà d'utiliser des matériaux biosourcés, moins carbonés, au-delà d'isoler par l'extérieur, au-delà de faire des architectures plus compactes, il faut, à notre sens, travailler sur 3 axes. Le premier, c'est l'adéquation entre l'utilisation de la matière et la ressource. Le deuxième, c'est de réutiliser l'existant. On en parle déjà beaucoup. J'allais vous poser la question, parce qu'il y a tellement de choses déjà à entretenir. Voilà. Et peut-être à rendre plus performant. C'est un tissu qui existe. Oui. Et non seulement rendre plus performant, mais aussi penser comment on le réhabite. Parce que souvent, on se dit, on garde ce qui est qualitatif et on détruit les bâtiments qui ne le sont pas. Mais en fait, non, il faudrait garder de base tout ce qui existe, parce qu'il y a de l'énergie grise immagasinée. Et comment on le fait ? Comment on rend qualitatif des espaces dont on ne voit pas l'usage ? Et ça demande un vrai travail d'architecte, ça, pour moi. Et puis le dernier levier, c'est sur tout ce qu'on construit neuf, construire beaucoup plus flexible. Ça, pour nous, c'est important. Mickaël en parlait déjà dans le projet d'Urba aussi. On réfléchit à des modes de résilience urbaine, mais dans les bâtiments eux-mêmes aussi. Et on essaie de le mettre en place sur des bâtiments comme un concours qu'on avait fait pour une résidence étudiante à Saclay. On avait beaucoup travaillé sur cette question-là. Et c'est un sujet qui nous semble très important. On a réfléchi beaucoup parce qu'on n'en a pas parlé, mais à l'agence, depuis le début, avec Anna Maria, on a souhaité mettre en place une sorte de ce qu'on appelle, nous, une pratique théorique. C'est-à-dire que les projets d'architecture, on les utilise comme une sorte d'outil prospectif pour répondre à d'autres questions au-delà de celles de la commande. Voilà. Dans l'exemple dont parlait Anna Maria de la Maison des ingénieurs agronomes, qui était un concours que malheureusement on n'a pas gagné, c'est un exemple assez parlant de cette façon de faire qu'on a à l'agence. Et puis on mêle cette façon de faire aussi avec toute une réflexion théorique, avec des écrits, avec l'organisation des colloques. On avait organisé un colloque à Rennes en 2020 sur cette question de l'architecture évolutive et réversible, parce qu'on pense que l'architecture est un outil formidable, pas seulement pour répondre à une question, mais pour en répondre à plusieurs. Voilà. Quel conseil donnez-vous à vos étudiants en architecture ? Alors, peut-être que vous pouvez couvrir, au-delà de vos propres étudiants, un champ plus large, et peut-être des étudiants en ingénierie aussi. Alors, moi, je dirais aux étudiants que le métier est assez dur, mais qui est aussi assez passionnant. Mais qu'il faut avoir de la passion
pour travailler et aussi de la persévérance. Il ne faut pas défaillir vite. Il faut résister. Il faut être travailleur, je crois aussi. Très travailleur. Oui, je pense. C'est vraiment un peu la clé. Je dirais l'endurance, c'est-à-dire que travailleur, il y en a beaucoup, mais il ne faut pas juste avoir de la force de pointe, mais il faut avoir de la force dans la durée. Je pense que ça, c'est important. Et aussi, quelque chose que j'aimerais dire aux jeunes, parce que quand on est à l'école, on le voit peut-être pas comme ça. Moi, je me souviens quand je faisais les études et mes collègues autour, souvent les gens ont besoin de définir qui sont-ils en tant qu'architecte très tôt. De dire, c'est ça, c'est ma manière de voir, c'est mon dessin, mon écriture, elle va être comme ça, etc. Et qu'en fait, quand on est à l'école, on est là pour apprendre plein de choses différentes, même si on n'est pas forcément attiré par telle architecture ou telle autre. C'est vraiment une opportunité de se plonger et de sortir de sa zone de confort. Et c'est petit à petit, avec la maturité, qu'on fait des choix. Il ne faut pas essayer de se définir ou se circonscrire trop tôt. Je pense que c'est une Il faut garder l'esprit ouvert d'abord et se construire à partir de cette ouverture. Ouais. Et on continue tous à se construire dans toute notre vie professionnelle. Il n'y a pas de solution unique ou des seules façons de faire, quoi. Donc il faut être ouvert. Un mot de la fin. Vous avez peut-être des désirs de construire de par le monde, ou est-ce que c'est un monde le modèle de l'architecte qui parcourt le monde est peut-être plus vraiment d'actualité. Enfin, je sais pas, j'ouvre là-dessus, mais vous avez peut-être autre chose à dire. Enfin, j'ouvre pour une conclusion. Alors, non, cette question de la géographie, on se la pose pas tant que ça. C'est vrai que si on a des opportunités de construire loin, c'est des choses qu'on va saisir. Nous, peut-être que ce qu'on aimerait vraiment apporter, c'est cette capacité de créer des qualités supplémentaires. Comme Mickaël vous disait, on a une pratique réfléchie, on a une pratique théorique, on essaye de développer des choses en plus de programme. Je pense que c'est ça qui est extrêmement motivant dans l'architecture. C'est qu'évidemment, on est là pour répondre à une commande, aux besoins les plus terre-à-terre de notre maître d'ouvrage avec un budget. Il faut que le bâtiment soit agréable, soit bien pensé, fonctionne. Mais si on peut faire des choses en plus qu'on offre à nos maîtres d'ouvrage et aux usagers qui nous font confiance, c'est vraiment là le bonus en fait de l'architecte pour moi. Oui, donc vous êtes ambitieux et généreux. Oui, c'est vrai. C'est bien. Dit comme ça, c'est bien. C'est des beaux mots. Merci. Écoutez, ravi de vous avoir reçu dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archi en français. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.